Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. À 11h, on commentera l'actualité, la petite phrase d'Emmanuel Macron à propos du voile. Ce n'est pas mon affaire, ce sera à 11h. 10h, 11h, les médias. On aura Rémi Pernelet pour faire le point sur l'actualité média, les livres avec Gérard Collard et notre invité aujourd'hui. Bonjour Gilles Gansman, pardon. Julien Bugier, bonjour. Journaliste, bonjour, présentateur du 20h Joker d'Anne-Sophie Lapix. Alors vous avez une actualité assez chargée. On vous retrouve le samedi dans Tout compte fait, pouvoir d'achat. En général, c'est une émission conso qui est hyper bien faite. Vraiment. Je suis content de vous l'entendre dire. Voilà, on décrypte les usages de la société de consommation en essayant d'être aussi vertueux. Et puis, soirée continue sur France 2, Police à bout de souffle, ce sera mardi prochain. La dernière était formidable sur la pornographie et les enfants. Ce sera mercredi. Ce sera mercredi prochain. Gilles, c'est Gilles qui fait les conducteurs, il a mis mardi, c'est mercredi. Et puis, les cérémonies du 11 novembre, vous serez, comme souvent pour les éditions spéciales, à l'antenne sur France 2 dès 9h30 le matin. Exact. Voilà. Vous avez regardé la télé hier ? Et non. Non, pas hier soir. D'abord, j'ai présenté le 20h, donc j'ai fini un peu tard. Voilà, vous savez qu'après le 20h, on a une réunion où on débriefe entre nous. Ah, vous dites quoi ? On refait le journal, on refait le match. Vous connaissez l'émission, on refait le match. Ouais. Voilà, c'est un peu pareil à propos du journal. Qu'est-ce qui n'était pas bien hier ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est les secrets de fabrication. Je vais pas vous les livrer. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est-à-dire que il y a les journalistes qui ont participé au journal, il y a les chefs de service, voilà, et on débriefe entre nous sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Avec une courbe d'audience, c'est ça qui détermine si c'était bien ou pas ? Non, justement. On fait ça juste sur l'éditorial, parce que c'est juste après le journal, donc on n'a évidemment pas encore les audiences. Voilà, c'est simplement se débriefer sur le travail fait. Vous regardez ce qu'a fait TF1, j'imagine, le 20h de TF1. Pas vraiment, pas à ce moment-là. Non, vous dites pas comment ils ont démarré. Non, pas à ce moment-là, non. On le regarde après parce qu'on a le conducteur, mais on le regarde pas à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment notre travail, le regard sur notre travail. Mais c'était bien hier. Et hier, c'était un bon journal. Ouais, et vous n'avez pas un écran de contrôle où vous voyez en même temps ce que fait TF1, les sujets que passe TF1 ? On a des gens qui regardent, mais il y a des gens qui regardent, mais vous avez autre chose à faire. Ça pollue, et puis on est concentré sur notre travail et on fait pas notre journal en fonction de ce que fait la concurrence. Encore une fois. Non, mais je vous pose la question. Nos auditeurs ont envie de savoir les petits secrets. La coulisse. La coulisse, absolument. Hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences avec 3 950 000 téléspectateurs, presque 4 millions de téléspectateurs pour la deuxième semaine de la série Olivia avec Laetitia Millot. C'est 200 000 téléspectateurs de moins que pour le lancement, un petit peu moins de téléspectateurs même que pour la série Pour Sarah qui faisait 400 000 téléspectateurs de plus il y a 15 jours. Deuxième position, presque à égalité évidemment, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, ça marche toujours. Vacances oblige. Vacances oblige, absolument. 3 809 000 téléspectateurs, 18,7% de part de marché. Ça fait longtemps qu'M6, peut-être ils l'ont fait pour le match de foot, n'a pas fait un score comme celui-là. Ça marche plutôt pas mal. Troisième position, c'est France 3 avec Inspecteur la bavure et France 2 hier soir avec Envoyé spécial qui a moins bien marché que d'habitude. 1 739 000 téléspectateurs, 8,5% de part de marché. Je ne sais pas ce qu'il y avait, vous savez, non Oui, il y avait un super sujet, un document exceptionnel sur la relation entre habitants, citoyens et agriculteurs sur la problématique des pesticides et de l'épandage à proximité des habitations. Et puis il y avait, je voudrais le souligner parce qu'on en a passé un extrait dans le 20h, il y a complément d'enquête qui a formidablement, attention, on mélange pas. Mais entre les enquêtes exclusives, il y a complément d'enquête Jacques Cardos qui a formidablement bien marché, plus de 10% je crois de part de marché, avec un document assez incroyable sur le malaise à l'hôpital. Rémi Pernelet avait recommandé hier dans la matinale de Patrick Roger de le regarder avec des images hallucinantes de la situation, pas très rassurante, où on voyait encore une fois le mauvais état, et ce sont les soignants eux-mêmes qui ont tourné. Et pour la première fois, ils se livrent à la caméra en expliquant ce qu'est leur quotidien, qu'ils sont à bout et que ça peut mettre en péril aussi les patients. Si on s'écoutait, on inviterait toutes les semaines Jacques Cardos. À chaque fois, complément d'enquête, c'est vraiment formidable. Alors, hier soir, qu'avez-vous regardé ? 0826 300 300, on a Eric qui nous appelle de Sceaux, et vous avez regardé Envoyé spécial, Eric, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai regardé Envoyé spécial et je me suis intéressé particulièrement au problème de l'épandage des produits chimiques sur les champs et le caractère polémique. Ce qui m'a intéressé, en dehors du caractère polémique, c'est de découvrir la personnalité du maire qui a pris l'arrêté en Bretagne, qui est quelqu'un d'apparemment assez vertueux. C'est pas sur un coup de tête. Il a c'était réfléchi.
Oui, c'était réfléchi d'une part, et sa vie et ses divers mandats vont tous dans ce sens. Donc, c'était pas quelqu'un qui, sur un coup de tête, a décidé véritablement de dire non à l'épandage parce qu'il considérait comme une espèce de caprice que ça devenait utile. Mais c'est quelqu'un qui avait une démarche dans sa commune. Donc, il a agi en fonction de ses principes, donc c'est bien. Et puis d'un autre côté, on découvre à travers le reportage d'Élise Lucet, qui est assez pugnace comme d'habitude, que il y a d'un côté les agriculteurs conventionnels, comme on dit, qui sont pris entre le marteau et l'enclume, et puis de l'autre côté, les gens qui sont de plus sensibles à l'agriculture biologique, l'absence de pesticides, le jardinage, la permaculture, etc. Vous tapez sur Internet, maintenant vous trouvez aller chercher le produit chez le producteur. Absolument. Le produit. Alors, ça divise la population, je comprends bien. On est un peu. Et puis quand on voit que les gens sont malades à proximité, comme c'était le cas, c'est peut-être un peu. C'est peut-être un cas rare, mais c'est vraiment un cas. Ça interpelle, oui, c'est interpellant de voir les conséquences que ça peut avoir, et c'est ce qu'effectivement était raconté. Toute l'histoire des bébés qui étaient sans bras, on sait que maintenant que c'est dû aux pesticides. Bon, on n'est pas, non, ça peut pas. Oui, mais enfin, il y a eu une enquête, il y avait une enquête d'envoyé spécial. Le lien n'est pas encore, le lien n'est pas si clair, le lien n'est pas encore établi, et c'est justement toute la problématique, c'est l'impact, et c'est ce que défendent eux les agriculteurs qui utilisent l'épandage en disant qu'ils sont aussi victimes, il faut le dire quand même, du système. Du jour au lendemain, l'opinion s'est retournée et a dit vous êtes des méchants parce que vous nous empoisonnez. Je ne sais pas si à ce propos vous avez vu le formidable film d'Édouard Bergeon qui s'appelle Au nom de la terre. Pas encore, mais qui cartonne en plus, donc ça c'est formidable. En province. J'ai vu ça, absolument, c'est un indicateur. Parce qu'on voit que c'est une problématique plutôt rurale. Le film est formidable et raconte justement cette désespérance du monde agricole face à la problématique de l'argent, de la baisse de la consommation des produits et légumes, mais aussi des pesticides. Vous avez raison de le souligner, c'est un film qui marche très bien en province et assez peu à Paris. Régine est en ligne avec nous, Régine qui nous appelle de Souillac, dans le Lot. Bonjour, c'est Régine. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, hier ? J'ai voulu regarder Olivia. Oui. Et je reconnais que j'étais un petit peu déçue parce que je suis fan, c'était peut-être un grand mot, mais j'aime bien tout ce qui est policier, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu lent, un petit peu, ça manquait un petit peu de rythme. De rythme. Et je me suis un petit peu ennuyée. Et vous êtes resté quand même jusqu'au bout, parce que c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, la performance de Laetitia Millot est assez critiquée. Ouais. Non, oui, voilà. Eh ben, je vais être très honnête, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai calé après le premier épisode et puis je suis passée à autre chose. Et vous êtes passée à quoi alors, dites-nous? Là, je suis passée sur. J'aime bien le Canal 25, enfin, la scène où l'art. De toute façon, tout ce qui est. Je cherche. Attendez, je me souviens. Alors, Canal 25, c'est Chéri 25. C'est Chéri 25 sur le Canal 25. Loi, non. D'abord, il y a Chéri 25 sur lequel je me rabats souvent. Et là, en l'occurrence, je me suis passée sur la 3. Ah, sur la 3, d'accord. Avec la loi de Barbara. Toujours pareil, fidèle à mes convictions. Bon, j'aime bien les policiers. Puis, de toute façon, la soirée était bougrement entamée. Donc après un épisode, donc vous regarderez. C'est mauvais point pour la série Olivia. Merci beaucoup, Régine, de nous avoir appelé. Vous la regardez un peu, la télé, Julien Bugier? Beaucoup? Assez peu, je dois dire. C'est un paradoxe, parce que j'y travaille et je produis de la télévision, mais je la regarde assez peu. Je la regarde comme les jeunes que je suis. C'est-à-dire que je la regarde beaucoup en replay. Voilà, vous regardez quoi en replay? Je vais chercher beaucoup les séries, les documentaires, les enquêtes, les magazines, que je regarde pas mal, complément, envoyé. J'aime bien 13-15 aussi avec Laurent le samedi et le dimanche. C'est très corporate, dites-moi. Et puis j'aime bien aussi ce que fait. Non, j'aime bien. Vous regardez pas reportage sur TF1, c'est super bien fait. Je regarde pas reportage sur TF1. 7 à 8, c'est super. Voilà, mais je regarde moins. Non, je regarde Arte beaucoup parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui m'intéressent. Il y a un documentaire formidable qui a été fait sur Arte, sur Amazon, qui est un sujet qui me passionne, donc j'ai regardé ça. Et puis des séries, et puis des documentaires aussi sur Netflix, qui sont vachement bien parce qu'il y a une écriture visuelle qui est très différente de ce qu'on fait nous à la télévision, et je pense que ça doit aussi nous inspirer. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Vous vous souvenez de votre première apparition ? Ouais, très bien. C'était sur BFM. Non, pas du tout. C'était sur Bloomberg. Il y a bien longtemps. J'avais 19 ans. J'étais jeune stagiaire et j'ai dû remplacer au pied levé
un reporter, voilà, c'était mon premier duplex, j'avais 19 ans et demi, j'avais jamais parlé devant une caméra, j'avais encore les cheveux longs et on avait l'impression que je sortais de l'école, bref, c'était assez raté dans mon souvenir, mais voilà, c'était Et vous aviez envie de passer justement à l'antenne ou pas à l'époque? C'était quoi votre... Je suis arrivé là un peu par la force des choses, j'avais envie d'être journaliste, reporter de guerre pour l'amour de la transmission, de raconter des histoires, parce que j'aime bien voyager et j'aime bien rencontrer des gens qui font des choses et transmettre, hein. Moi j'aime bien aussi dans ce métier passer des émotions. Voilà, je sais que c'est un peu galvaudé comme expression, mais c'est un regret. C'est un regret du coup ou pas? Et puis j'aime bien le goût du risque. Donc non, c'est pas un regret parce qu'après on se construit différemment. Mais pendant longtemps, ça a été mon objectif. Et puis les gens ont un peu choisi pour moi le hasard des rencontres, les opportunités qui se sont présentées, que j'ai saisies aussi et qui m'ont très rapidement amené à faire de l'antenne, donc à passer de l'autre côté de la caméra. Gilles, une question? Non, j'écoutais religieusement. Non, je me demandais si un jour on vous proposait de présenter le journal de TF1, est-ce que c'est quelque chose que vous étudieriez et est-ce que on pourrait passer facilement d'un formatage de journal de France 2 à celui de TF1? Alors je pense que France 2 n'est pas formaté justement comme journal. On a une ligne éditoriale qui est, c'est vrai, plus tournée vers l'international, plus tournée vers les sujets de société qui traversent le débat en France et ailleurs, et puis sur l'économie beaucoup. Voilà, c'est aussi une de nos forces et de nos valeurs ajoutées. Le grand reportage, je crois qu'on est encore la seule chaîne aujourd'hui qui produit vraiment du grand reportage comme ça sur les grands conflits, sur les grands sujets internationaux. Donc il n'y a pas de formatage. Après, il y a une approche éditoriale qui est différente. Si votre question c'est de dire est-ce que je suis compatible avec TF1, la réponse est je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi à la question en ces termes. Est-ce qu'il y a une émission qui vous manque? Une émission qui n'existe plus à la télévision. Vous voulez dire à présenter ou à regarder? Non, à regarder. C'est un peu sur la nostalgie, sur une émission qui est une émission culte pour vous, ce serait quoi? Oh, il y en a plein. Une émission que j'ai moins connue, mais dont j'ai compris un peu la force a posteriori, c'est Polak, voilà, les grandes émissions de débat qui. Ça revient tout le temps. Ben oui, ça revient tout le temps parce qu'aujourd'hui, ces émissions de débat un peu polémistes, elles sont incarnées par une forme de facilité et une forme de vulgarité, voilà, qui était pas la qualité qu'on avait à l'époque de Polak, où les intervenants étaient quand même très érudits, où le débat, le polémiste de l'époque, c'était pas Zemmour, c'était Jean Edernalier, pardon, mais je trouve que c'était d'une autre qualité. Ouais. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, Julien, c'est parti pour le zapping avec évidemment les intempéries dans le sud. BFM était évidemment en direct chez les habitants qui ont tout perdu. Mais vous allez voir, certains comme Jean-Pierre à Villeneuve-les-Béziers a sauvé l'essentiel. La seule chose, je crois, qui me reste de vivante, c'est le Ricard, mais à consommer avec modération. Merci Jean-Pierre. C'est Pascal Praud également sur CNews. Chez Pascal Praud sur CNews, Nasser Ramdan Ferraj, fondateur des musulmans progressistes, lui ne voulait pas répondre aux questions de Pascal Praud. Il a quitté le plateau, ça a été un clash. Je ne réponds pas à vos questions, vous savez pourquoi? Parce que je suis ici sur une chaîne qui fait commerce de la haine. Mais il faut pas venir. Mais pourquoi vous êtes venu à ce moment-là? Mais je suis venu parce que j'ai dit beaucoup de choses. Pour dire que vous vouliez pas répondre à nos questions. J'ai dit beaucoup de choses ce matin. Moi, je suis venu dire ce que j'avais à dire. Je pense que votre chaîne fait commerce de la haine. Je pense qu'il faut la boycotter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'émission et je vous dis au revoir. Décidément, c'est pas de chance. On a encore quitté le plateau sur une chaîne du groupe de Canal+. Christine Kelly, excédée par Hanouna, a quitté le direct hier soir dans Balance ton poste. Parce qu'on aurait été au courant de cette altercation sans les réseaux sociaux à l'époque et sans les smartphones. Et voilà, parce que personne n'aurait filmé. Ça aurait fait beaucoup moins de bruit. Mais dans les chiffres. On a quand même des chiffres. Je peux parler? Les chiffres, on a besoin des chiffres. 2 minutes. Tu parleras avec Zemmour lundi. 2 minutes, ma chérie. Je reviens lundi. Non, mais reste. Elle a déjà parlé 20 fois. Allez. Je reviens. Elle va se calmer, je connais Christine. Elle est nerveuse depuis qu'elle travaille avec Éric Zemmour. Un témoignage émouvant hier, c'était sur France 5 dans C'est à vous, celui de Marianne Bergès, qui a été obligée de quitter son travail pour s'occuper de sa fille Roxane, autiste Asperger. Et vous allez vous entendre, elle est à bout. Donc je travaille pas depuis fin janvier, quoi. Et je tourne en rond. J'ai le plus grand respect pour les mères au foyer, mais c'est pas moi. Et j'ai plein de copines, même en Asperger, qui sont obligées d'en arriver là aussi. Et c'est dramatique parce qu'on s'isole. Le travail, c'est important. Et je suis pas qu'une mère, quoi. Je suis une femme.
Et puis un reportage étonnant, c'était dans le 20h de France 2, où un pays communiste, la Chine, détient désormais un record au monde. Il est 10% des plus fortunés au monde sont en Chine. Dans le club des super riches, la Chine fait désormais la course en tête devant les États-Unis. L'homme le plus fortuné du pays, 55 ans, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, géant du e-commerce, fortune estimée à 33,6 milliards d'euros. Juste derrière, Ma Huateng dans la communication, 33 milliards 500 millions d'euros. La nouvelle économie surclasse industrie et immobilier. La première femme du classement est en 6e position avec plus de 21 milliards d'euros. Alors, revenir sur les clashs, vous évoquiez Polak. Les émissions sont bien différentes aujourd'hui. Ce boycott, on a entendu cet intervenant chez Pascal Praud qui dit vous professez la haine et moi je ne veux pas être là. Vous avez évidemment suivi toutes ces campagnes contre Éric Zemmour. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut débattre avec lui ou ne pas y aller? Je laisse à CNews. Très honnêtement, la responsabilité, voilà, vous avez vu la déclaration qu'il a faite hier. Enfin, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. C'est ça, c'est à la chaîne de prendre ses responsabilités. Je pense, on fait un métier dans lequel l'aspect commercial est une part importante du métier, en tout cas pour les chaînes commerciales, voilà, que sont les chaînes privées notamment. Mais on peut pas tout faire au service de l'audience. À un moment, il faut être quand même responsable. Ouais, on a une responsabilité dans la société parce que tout ça sème des petits cailloux au bout du bout, hein, voilà. Donc je vois un auditeur qui nous dit BFM place Perpignan dans l'Aude et dit à l'antenne que Argelès est à proximité de l'océan. Est-ce que vous diriez c'est toujours... Oui, mais c'est un peu moins grave que de faire l'apologie d'un tortionnaire en Algérie. Non, absolument. Mais est-ce que quel regard vous portez aujourd'hui sur le journalisme? Alors, c'est une vaste question. On n'a pas 2 heures pour en débattre. Mais voilà, il y a toujours eu des erreurs, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'approximations. Il y a beaucoup d'approximations. Après, nous, on produit une information qui est différente. Et voilà, c'est aussi ce qui fait la qualité, je pense, du service public et du 20h. Et c'est pour ça qu'on a chaque soir, bon an, mal an, encore 5 millions de personnes qui viennent nous voir, alors qu'on nous dit depuis 20 ans que le journal de 20h est mort. Anne Sinclair disait très justement l'autre jour que n'importe qui aujourd'hui peut produire de l'information. Donc notre rôle, c'est d'apporter une forme de boussole et des repères dans ce trop-plein parfois d'informations. Mais comment vous vivez la défiance justement qu'il peut y avoir face aux 20h, face à l'institution journalistique? C'est justement, nous on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent on ne croit plus les journalistes, on ne croit plus les chaînes, etc. Mais elle est de notre responsabilité et on doit expliquer, on doit faire de la pédagogie sur la manière dont on fait notre métier, on doit être aussi transparent et peut-être se mettre parfois plus au niveau des Français et être un peu moins... péremptoire dans la manière dont on raconte l'information. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité. On produit depuis des années et des années une télévision d'entre-soi, avec notre regard à nous, les urbains, parisiens, qui est une télévision pour les 20% de gens qui habitent en zone urbaine et sont plutôt des gens qui ont les moyens. Voilà. Donc il y a aujourd'hui, c'est vrai, 70% des Français qui se retrouvent pas dans la télévision. Donc il faut aussi faire une télévision qui ressemble à la multiplicité de la société française. On va parler de votre actualité, même si on en parle en ce moment également, puisque vous présentez le 20h, donc c'est une façon de parler de l'information. Il y a donc ces soirées continues qui sont à chaque fois présentées avec des fictions. Il y a une fiction plus un débat, des fictions très fortes, on l'a dit. Il y avait eu, on avait reçu, à chaque fois je crois qu'on en parle ici, parce qu'on aime beaucoup ces soirées qui traitent de sujets de société qui sont souvent tabous. Marius Colucci sur la pornographie, mais l'année dernière, cette jeune femme sur l'obésité. Là, c'est sur la police, c'est un sujet compliqué parce qu'il y a aussi une défiance vis-à-vis de la police. Police à bout de souffle, qu'est-ce qu'on va voir mercredi? Alors, il y a d'abord une fiction avec Olivia Ruiz, c'est la première fois qu'elle change un peu de casquette pour être comédienne, voilà, c'est assez réussi. C'est une fiction qui raconte le malaise policier et nous, derrière, on a effectivement monté un grand débat avec des représentants des forces de l'ordre, avec des policiers. C'est une parole rare, vous savez, les policiers sont très pudiques et viennent rarement raconter leur mal-être à visage découvert à la télévision. Nous aurons des policiers sur le plateau, des familles de policiers, une maman notamment qui a perdu son fils et qui s'est suicidée il y a quelques mois. Voilà, il faut savoir, il y a 54 policiers quand même qui sont suicidés depuis le début de l'année. Alors oui, parfois on critique la police, oui, parfois on critique
la répression policière et la doctrine policière qui a été mise en place, notamment pour les manifestations. Mais derrière, il y a aussi des hommes et des femmes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils sont pointés du doigt, parce qu'il y a un retournement aussi de l'opinion publique. Avant, souvenez-vous, après les attaques de Charlie Hebdo, les flics étaient enlacés, étaient embrassés. La fameuse chanson de Renaud, j'ai embrassé un flic, la fameuse les flics étaient chanteuse. applaudis. Aujourd'hui, c'est plutôt de la haine et de la défiance qu'on a vis-à-vis de la police, y compris chez le citoyen du quotidien. Donc voilà, c'est de tout ça dont on va parler. On se retrouve dans un instant avec vous, Julien Bugier. À tout de suite.